Bonsoir à toutes et tous. Merci à l'Inter-LGBT pour cette invitation. Alors effectivement, après celles et ceux qui ont parlé des victoires passées pour l'égalité des droits, il me revient la lourde tâche de parler des combats d'aujourd'hui et peut-être de prédire l'avenir. Je vais parler rapidement de la mesure elle-même, dont mon intervention est le sujet, à savoir le changement d'état civil libre et gratuit, donc que beaucoup d'entre nous, que beaucoup d'entre vous, bien entendu, défendez. L'Association de toutes des femmes, dont je suis présidente, le fait tout particulièrement depuis quelques mois à travers la campagne « Juge pas mon genre » que nous avons lancée en mars dernier, et qui est depuis soutenue par une centaine d'organisations et par plus de 40 000 personnes. Cette mesure, je pense, elle doit être expliquée, même si beaucoup ici la connaissent déjà. Pourquoi elle est importante? Souffre-t-on que l'État ne reconnaisse pas notre identité de genre? Regarde-t-on le matin sa carte d'identité, désespéré de se voir rappeler par un petit bout de plastique ce que nos parents ont déclaré à l'officier d'état civil à la naissance? Bien sûr, il ne s'agit pas de ça. Comme ça a été dit d'ailleurs pour les victoires précédentes, derrière cette question, il y a d'abord une question concrète de nos vies et de nos discriminations et de l'effet qu'aurait cette mesure sur celle-ci. Quand on cherche un logement, quand on cherche un emploi, quand on veut simplement faire valoir ses droits au travail, à ce que notre identité soit respectée par nos collègues, avoir des papiers ne correspondant pas à son identité de genre oblige à constamment révéler sa transidentité, et toutes les discriminations qu'on rencontre dans tous les endroits de la vie s'en trouvent exacerbées, que ce soit pour présenter un dossier de location, que ce soit pour retirer un colis à la poste. Le changement d'état civil est donc d'abord une mesure concrète, efficace de lutte contre les discriminations. Nous demandons une simplification radicale de la procédure actuelle. Nous voulons une procédure déclarative, à effet immédiat et accessible simplement. La procédure actuelle du changement d'état civil est longue, très longue. Sur le site servicepublic.fr, elle comprend 9 étapes, dont une est écrire une requête au tribunal. Alors, il y a bien un champ sur le site qui permet de trouver facilement l'adresse du tribunal compétent selon son lieu d'habitation, mais je mets quiconque au défi d'écrire une requête au tribunal sans être juriste, sans avocat, ou, comme cela se fait souvent, sans l'aide d'une association. Nous sommes donc face à un droit qui, sans aide extérieure, sans moyens financiers puisqu'il n'ouvre pas droit à l'aide juridictionnelle, est un droit qui ne peut pas être exercé simplement. Au-delà de la violence, de la procédure elle-même, du déballage d'intimité demandé dans la constitution des dossiers et par les juges à l'audience, ce droit est donc sous-utilisé, et lorsqu'il l'est, c'est souvent bien longtemps après le début de la vie de la personne dans le genre souhaité, car cette durée est souvent une des conditions elles-mêmes que posent les juges à la reconnaissance du genre à l'état civil. On demande donc en quelque sorte aux personnes, pour pouvoir subir moins de discrimination grâce à des papiers en accord avec leur identité, qu'elles fassent la preuve d'en avoir subi pendant un certain temps. Et c'est au moment même le plus difficile de la vie, à savoir au début de la transition où on coupe parfois les liens avec sa famille, où on perd parfois son emploi, où parfois le couple se brise, et où l'on n'a pas encore constitué le cercle d'amis fidèles et acceptants dont les personnes trans, comme tout le monde, ont besoin pour être heureuses. Pour éviter ces discriminations, nous demandons donc que les personnes puissent choisir au moment le plus opportun pour elles de leur transition, lorsqu'elles ont besoin de changer leur papier pour se faciliter le quotidien, car nul ne peut le savoir mieux qu'elles. J'ai subi, comme toutes les personnes trans, ces discriminations. Et pourtant, je fais partie d'une génération de personnes trans qui ont bénéficié des luttes de leurs aînés, qui ont été un peu évoquées jusqu'ici, mais je suis probablement une des plus vieilles, en quelque sorte, de la jeune génération. Je n'ai pas eu à changer mon état civil avant 2016, lorsque la stérilisation définitive était encore obligatoire pour accéder à ce droit. J'ai pu accéder à des traitements hormonaux auprès de mon généraliste et entamer ce traitement comme je le voulais, quand je le voulais, sans passer par une équipe hospitalière où un psychiatre aurait décidé à ma place si j'étais trans ou si je devais faire semblant, ou si je faisais semblant, pardon, et si je méritais ou non ce traitement. Et hériter des luttes contre le VIH et contre le VIH-Sida,
le travail de prise en charge de notre propre santé par les associations communautaires et de transformation de l'intérieur du système de santé a facilité nos parcours de soins comme jamais un texte de loi n'aurait pu le faire dans ces 20 dernières années. Comme de plus en plus de personnes trans, j'ai aussi pu garder mon emploi et mon métier lorsque j'ai transitionné. Le recours à l'économie informelle, et notamment au travail du sexe, ne s'est jamais présenté à moi comme la solution la plus intéressante. Ce n'est pas le cas pour tant d'autres de mes amis, qui ne peuvent souvent accéder qu'aux emplois les plus précaires, encore aujourd'hui, quel qu'ait été leur niveau d'études, leur expérience, leurs compétences. Et ce sont pourtant des militantes, pour beaucoup travailleuses du sexe et extrêmement précaires, qui ont permis que malgré ma transition, j'ai la trajectoire sociale que j'ai eue en menant les combats qu'elles ont menés ces 20 dernières années. À l'exception de la fin de la stérilisation obligatoire en 2016, tous ces changements radicaux dans la vie des personnes trans se sont produits sans l'appui du législateur et en réalité sans même que le monde politique ne s'y intéresse, en France comme dans beaucoup de pays du monde. Nous avons en quelque sorte changé d'époque. Les personnes trans ne sont plus seulement à la marge, mais sont partout dans la société. Entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus respectées, plus dignes de droits qu'auparavant, plus que jamais. Ce sont celles qui sont encore les plus marginalisées, qui subissent le plus de violences de la société, les plus pauvres, les personnes en parcours d'exil, celles dont les familles ont coupé les liens et qui se retrouvent parfois à la rue. Mais c'est précisément le fait que ce ne soit plus notre seule place aujourd'hui, que nous sortions justement des marges, qui fait que nos droits sont attaqués depuis quelques années. C'est précisément le fait que nous soyons acteuristes de nos parcours de soins, que nous combattions les discriminations et que la société avance, qui fait que certains cherchent à rétablir par la loi et par le champ politique cette violence qui, sur le long terme, a reculé en réalité dans la société. Nous avons créé Toutes des femmes, l'association que je préside, en 2020. Le motif alors était de réagir à la première tribune transphobe que nous voyions publiée dans un journal, chose qui ne s'était pas produite dans les années précédentes. Nous savions ce qui se passait déjà aux États-Unis. Depuis 2018, les projets de loi dans les différents États républicains, enlevant des droits aux personnes trans, allant parfois jusqu'à criminaliser y compris l'entourage des personnes trans, se sont multipliés, main dans la main, avec les attaques, notamment contre l'IVG. Le travail de notre association et de bien d'autres a porté ses fruits. Nous avons aujourd'hui des alliés. Le mouvement LGBT dans son ensemble a compris qu'à travers les personnes trans, c'était tous qui étions attaqués, et le mouvement féministe dont nous faisons partie l'a compris aussi dans son immense majorité. Mais les attaques, elles, ne se sont pas calmées. Les tribunes, les émissions, l'activité des lobbies s'est multipliée, et en moins de 3 ans, le sujet est passé d'une totale inexistence médiatique à une proposition de loi au Sénat attaquant directement l'accès à la santé, qui introduirait pour la première fois de l'histoire une interdiction dans la loi de prescription de certains médicaments à des médecins. Nous sommes face à un tournant politique majeur. Si les droits des personnes trans reculent, ce sera la première fois en France que les conservateurs anti-choix, anti-IVG, anti-droit à disposer de son corps obtiennent une victoire d'une telle ampleur. Or, si rien n'est fait, les attaques se poursuivront. Les premières propositions de loi sont là, une a été adoptée au Sénat, il y a certainement des volontés qui finiront par les mettre à l'ordre du jour, y compris à l'Assemblée nationale. Si on veut sortir de ce moment politique, on ne peut le faire que par le haut. Il faut que le débat ait lieu, il faut qu'il soit tranché à l'Assemblée nationale et dans le champ politique. Si nous ne voulons pas que ce débat porte sur le retrait de nos droits, alors il ne peut porter que sur l'avancée de nos droits. C'est la voie qu'ont choisie rien que ces dernières années l'Espagne et l'Allemagne, après de nombreux autres pays pionniers dans le monde. La France ne peut pas être le point d'entrée en Europe de l'Ouest d'une attaque réussie des droits des personnes trans, sinon tout ce qui a été fait ces dernières années sur les droits LGBT et sur les droits des femmes sera remis en question. C'est un devoir envers les personnes qui dépendent de ces droits en France, mais c'est aussi un devoir envers tous les pays qui nous regardent. Une proposition de loi pour le changement d'état civil existe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle a été déposée avant-hier. Elle a été co-signée par tous les groupes du NFP, mais ce n'est pas suffisant. Elle doit être discutée. C'est à la fois un besoin pour les personnes trans et l'exigence du moment politique. Il faut le répéter, ce doit être dans nos associations, ce que nous rappelons sans cesse à nos partenaires et aux élus partout en France. En particulier, les parlementaires de Renaissance et du groupe Ensemble, qui composent l'actuelle majorité, ont entre les mains la possibilité de s'opposer ou de débloquer sa mise à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Je m'adresse notamment à eux. Si vous êtes sincères dans votre souhait de ne laisser aucun recul sur les droits LGBT se faire sous ce gouvernement, alors la solution est devant vous et vous pouvez la faire advenir. Nous pourrons alors avancer et pour la première fois depuis 4 ans, espérer un meilleur demain pour les personnes trans. Je vous remercie.